Peut-être, peut-être que vous êtes dépressif, fatigué, peut-être que vous avez des douleurs chroniques. Peu importe finalement les difficultés que vous avez, et peu importe le fait que ces difficultés ne soient peut-être pas communes, vous avez du mal à en parler. Vous avez du mal à trouver de l'espace pour parler de ça, et du coup, en conséquence, vous subissez. Vous subissez des souffrances encore plus importantes parce que il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire que, comme il y a du déni peut-être autour de vous, ou des gens qui ne veulent pas vous écouter, vous encaissez, vous supportez certaines souffrances en pensant que ça ne pourra jamais être entendu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de solutions, auxquelles j'ai réfléchi, que j'ai trouvées, que j'ai pu tester aussi, des choses qui sont beaucoup plus efficaces. Et donc je vais essayer de vous expliquer aussi pourquoi ça fonctionne pas tout ça, pourquoi quand on parle de nos difficultés ça ne fonctionne pas. Donc on va voir ça en détail. Alors déjà le premier point c'est effectivement l'injustice, le sentiment d'injustice. Alors quand les gens ont des difficultés, souvent ils ont du soutien, mais quand il y a trop de difficultés, là bizarrement en fait le soutien s'écroule. C'est quelque chose qu'on peut observer maintes fois, peu importe la maladie que la personne a, il y a un effet où à un moment donné, il est possible. Alors, il y a des gens qui ont du soutien inconditionnel, je ne remets pas ça en question, mais il arrive parfois que des personnes, bizarrement, surtout dans le cas où la personne vient annoncer quelque chose. Je viens annoncer que j'ai telle maladie, je viens annoncer que j'ai tel problème. Moi, par exemple, mon cas, c'est l'autisme, mais il y a plein de cas. Il y en a qui ont une sclérose en plaques, et j'en ai entendu pas mal des témoignages, peu importe, qu'on soit, il y a vraiment beaucoup de cas. Par exemple, des gens qui ont des douleurs chroniques, peu importe. Et le schéma, est toujours le même. À ce moment-là, ça s'écroule. On n'a plus de soutien. Ou on a l'impression qu'on n'a plus de soutien parce qu'on va voir qu'il est possible d'en avoir, mais différemment. Et donc, forcément, il y a des conséquences sur le moral, le sentiment de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, de ne pas être écouté, des regrets sur le manque de solidarité, de soutien, d'aide. Et puis, le problème aussi, c'est que ça peut créer un sentiment d'isolement aussi. Donc, avec peut-être... ça peut jouer négativement sur le sentiment de se connecter à des gens, sur le plaisir de partager. Voilà. Et puis surtout, il y a le besoin de compréhension qui peut être très affecté. On ne se sent pas compris. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'espace d'expression. Et donc forcément, s'il n'y a pas d'espace d'expression, que dès que vous commencez à parler de vos problèmes, on ne vous écoute pas. Moi j'ai déjà observé ça, on vous coupe la parole, on change de sujet, on minimise, on nie, on dit que ça n'existe pas. Ou alors on commence à comparer avec les souffrances d'autres personnes. Vraiment, les schémas sont infinis. Et il existe tellement de techniques quand une personne n'a pas envie de vous entendre que, en fait, vous êtes sûr de perdre à ce jeu-là. Si la personne n'a pas envie, vous ne pouvez pas gagner. Parce qu'il y a trop de solutions. Il suffit de comparer à pire que vous, parce qu'il y a toujours pire que vous, et puis même, de toute façon, c'est impossible de mesurer. La personne elle-même pourra vous dire que elle, c'est pire que vous. Et puis, le problème, c'est que le débat n'est pas là en réalité. Elle peut très bien plus souffrir pour d'autres raisons, ça pourrait être vrai, bien que souvent dans ces cas-là, c'est pas vrai. Souvent dans ces cas-là, ça peut être que l'autre a besoin elle-même de reconnaissance, ou... bref, on va étudier ça aussi après. Mais malgré cette injustice, le but, en premier lieu, vous allez voir que on est dans un faux dilemme, et que déjà le premier but, ça va être de vous aider, vous. D'arrêter, pour que la situation soit déjà moins injuste, il va falloir vous extraire de ce truc où vous encaissez et où vous subissez et supportez des choses qui sont trop dures. Vous allez voir que le sentiment d'injustice sera moins grand, et donc on va voir un peu comment ça fonctionne tout ça, et le premier point c'est pourquoi c'est inefficace. Alors le premier point c'est que en faisant ça, ça ne marche pas parce que en fait la personne elle va se retrouver face à son propre besoin de reconnaissance. Vous parlez d'une difficulté, ça va faire résonner en elle le besoin de la reconnaissance de la personne en face,
Là, vous pouvez vous livrer à différents concours qui sont stériles, qui servent à rien, hein. Surtout face à une personne qui a un manque de reconnaissance, qui a elle-même d'autres difficultés, alors ça peut être très compliqué. Ensuite, l'autre truc, c'est que ça peut renvoyer de la culpabilité. La personne qui est en face de vous, par exemple, si ça fait longtemps que vous avez des difficultés notamment, elle n'était pas là pour vous aider. Ou même si c'est irrationnel, qu'elle a jamais pu rien faire et que c'était pas ça la question, elle peut avoir la culpabilité. Mais même si c'est un truc soudain qui vous arrive du jour au lendemain, de toute façon, elle peut sentir un sentiment de culpabilité. Et le problème, c'est que vous pourrez penser que la culpabilité aide, mais pas forcément. Vous pouvez vous trouver devant une personne qui va refuser sa culpabilité. Comme si, ok, je suis coupable, mais du coup, comme c'est trop dur d'être coupable, je vais dire qu'en fait, je suis pas coupable et qu'en fait, il n'y a rien du tout, et que c'est toi qui exagères. C'est toi qui exagères, c'est toi qui en fais des caisses, qui dit que tu souffres alors qu'en fait, c'est pas tant que ça, et c'est pas si grave. Autre problème, outre que ça fait extrêmement peur de se dire qu'on est face à une personne qui souffre, mais il y a aussi se dire, des fois, si ça fait longtemps, ça peut donner le sentiment que ça remet en question les vécus. Les vécus sont remis en cause. Ok, mais alors qu'est-ce qui était vrai dans notre relation? Qu'est-ce qui s'est passé que j'ai pas vu? Ça peut être très douloureux pour la personne. Et puis, bien entendu, il y a le problème de l'empathie souffrante. C'est-à-dire la personne, elle est en empathie avec vous, et comme ça la fait souffrir d'être en empathie avec vous, elle refuse son empathie. Donc elle se bloque. C'est-à-dire, telle souffrance, si quelqu'un se dit « Oh là, je me suis cogné le pied ce matin », hop, ouais, c'est vrai que ça fait mal, hein, je connais ça, moi ça m'est arrivé il y a 3 semaines, je connais ça, je peux être en empathie. Mais tout de suite, si c'est trop important, hein, des fois les personnes, elles se bloquent, elles n'arrivent plus à soutenir, elles n'arrivent pas à avoir assez d'empathie pour vous, et malheureusement, du coup, c'est vous qui avez le plus besoin d'aide. Quand je parlais d'injustice, c'est ça aussi, hein, vous avez le plus besoin d'aide, et vous n'avez pas d'aide. Voilà. Et il y a une autre raison à ça, ce qu'on appelle le biais du monde juste. Un biais cognitif, c'est des erreurs fréquentes dans le cerveau humain. Et le biais du monde juste, c'est que les gens considèrent que le monde est juste. Donc vous ne pouvez pas avoir, sans raison, ou sans l'avoir mérité, vous ne pouvez pas avoir des souffrances. Vous ne pouvez pas avoir de difficultés qui viennent de rien du tout. Donc il y aura tendance à vous renvoyer la faute sur vous, ou à imaginer un fautif, ou à imaginer que ça n'existe pas, parce qu'en fait le monde est juste. Voilà. Alors ça c'est problématique, et il y a beaucoup de biais qui sont comme ça, et qui font qu'on va pas tendre à ne pas vouloir aider les personnes dans le besoin. Mais continuons sur le fonctionnement du coup de ce problème. Il faut déjà comprendre avant de trouver des solutions. À la fin, on verra les solutions. Alors voici ce qui se passe. Alors là, cette fois-ci, c'est chez vous. Souvent, il y a de la culpabilité. Cette culpabilité fait qu'on va accepter des souffrances. Le problème, c'est que le fait d'accepter des souffrances, parce qu'on se dit, quand même, faut que je fasse des efforts, je culpabilise et tout, j'en fais jamais, donc j'accepte je sais pas, moi, par exemple, moi qui suis autiste, ça va être de dire, je vais supporter beaucoup de bruit, beaucoup de choses, beaucoup d'événements, tout ça, puis je vais m'épuiser. Et je vais pas me donner de limites. Voilà, je vais avoir cette tendance-là. Et donc, cette souffrance, elle donne à un moment donné l'envie d'être vu, d'être reconnu dans sa souffrance. Donc on accepte la souffrance, et ensuite on veut pouvoir être reconnu pour ça, de dire mais t'as vu tous les efforts que je fais, et pourquoi on a envie d'être vu? Pour diminuer la souffrance. On se dit, si on reconnaît que je suis prêt à souffrir énormément pour participer à un événement, pour ci, pour ça, alors je me dis, les gens ils vont accepter que je souffre moins. C'est eux qui vont me dire, mais c'est bon, tu peux te relâcher, tu peux te reposer, j'ai bien compris. Tu as déjà suffisamment souffert, tu peux te reposer, tu peux compter sur nous. Et on va voir que là-dedans, il y a un piège. Continuons sur le fonctionnement. Moi, j'avais trouvé dans un autre podcast l'analogie d'un jardin. Si vous n'avez jamais pris de place, alors ça, c'est pour les gens qui sont dans des situations chroniques, où ils n'ont jamais pris beaucoup de place dans leur vie, ils sont toujours faits petits, ils ont toujours laissé la place aux autres. C'est qu'il va y avoir
comme dans un jardin, si vous faites rien dans votre jardin, il va être rempli de mauvaises herbes ou de plein de choses. Mais tout le monde va utiliser votre jardin, mais pas vous en fait. Quoi qu'il arrive, il va y avoir des choses qui poussent. Mais ce que vous décidez de faire pousser, il n'y aura rien. Donc prendre de la place dans un jardin qui a déjà plein de plantes, il faut faire de l'espace et c'est pas facile. Parce que les autres plantes, elles résistent, elles veulent pas forcément se... Donc ça c'est un autre élément du problème qui fait que la situation se bloque. Cumulé aussi au fait que souvent il n'y a pas d'espace pour parler. Quand vous parlez, on vous coupe la parole. Quand vous parlez, on vous coupe la parole, ou je ne sais quoi, ou en tout cas, vous voyez que c'est pas possible d'en parler. Donc il n'y a pas d'espace. Donc il faut changer d'approche. Ça marche pas. Voilà, c'est simple, c'est dommage, c'est tout ce que vous voulez, mais en l'état, ça marche pas. À long terme, ça pourra marcher d'être entendu dans vos difficultés, mais à court terme, c'est pas possible. Donc on va voir comment on va faire. Donc maintenant, on voit les solutions. Ouf, enfin, on voit les solutions. Et ces solutions, je pense qu'elles ont pas mal d'avantages. Même si à court terme, peut-être qu'il y a des choses qui seront frustrantes, forcément. Je n'ai pas de solution miracle à vous apporter. Donc, il va falloir faire malgré tout. Je pense que c'est une solution qui, quand même, cumule pas mal d'avantages. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une solution, mais même des solutions. Alors déjà, le premier point, c'est de comprendre que l'autre est dans un processus aussi. Quand j'ai été accompagné, je suis toujours accompagné par rapport à mon autisme, les difficultés de vie que j'ai, et à un moment donné, j'ai fait une réunion avec une père aidante, donc une personne qui est elle-même autiste et qui aide et qui donne des conseils, et parlait de rétablissement. Alors, dans l'autisme, la notion il n'y a pas de guérison, mais on peut parler de rétablissement dans le sens où si, par exemple, quelqu'un a fait un burn-out ou complètement écrasé par la douleur ou la souffrance ou la fatigue, tout ça, elle peut se rétablir et essayer de trouver un équilibre de vie. Ça ne veut pas dire qu'elle sera guérie de l'autisme, c'est pas une maladie, mais plutôt de dire je me rétablis du mal-être dans lequel je suis pour vivre mieux. Et donc ce rétablissement, il existe pour les personnes de notre entourage. Parce que ce sont souvent elles qui sont le plus en résistance. Parce que ce sont elles que ça dérange le plus. Moi, s'il y a des gens que je connais pas et que je leur dis que je suis autiste, les réactions sont très différentes. Disons qu'on est sur autre chose, mais on a rarement ces problématiques de déni, beaucoup moins. Les gens sont dans le déni beaucoup plus quand il y a une problématique de conflit, quoi. De conflit, de sentir que la personne elle se sent en culpabilité parce qu'elle n'a pas pu vous aider, j'en sais rien quoi. La personne elle vous connaît bien. Et c'est là où c'est vraiment le plus difficile. Donc il faut vraiment comprendre que la personne en face de vous, elle est aussi en rétablissement, qu'elle aura besoin de comprendre que ce que vous avez, il faut qu'elle l'intègre. Il va falloir qu'elle l'intègre. Et donc ça prend du temps. Et si vous ne respectez pas ce rythme, ça va vous revenir dans la gueule, pour le dire crûment. Hein. C'est que il y a pas... c'est trop violent pour l'autre, et du coup ça marche pas. Alors du coup, il va falloir se poser la question, ok, mais là-dedans, qu'est-ce que l'autre a vraiment besoin de savoir ? Et l'autre, ce qu'il a besoin de savoir, c'est déjà ce qui va permettre d'éviter les malentendus. Donc c'est quoi éviter les malentendus ? Par exemple, éviter un malentendu. Moi, par exemple, si je suis invité chez quelqu'un, j'ai énormément de difficultés à aider, tout simplement, parce que je suis surchargé d'informations et moi-même, j'ai des difficultés. J'aurais des difficultés dans ma propre cuisine que je connais très bien. Vous n'imaginez pas que chez quelqu'un d'autre, séquencer des actions dans un environnement surchargé, c'est très compliqué pour moi. Il y a trop de choses. Trop de bruit. Si quelqu'un me parle, alors je peux même pas l'écouter, quoi. Je peux pas écouter et puis faire des actions. Enfin bref, je suis surchargé d'informations. Alors on peut se dire que je suis paresseux. Donc quelle est l'information qui peut aider les gens à se dire que je suis pas paresseux ? Quel est le minimum qu'ils ont besoin de savoir ? Et encore une fois, souvent on se dit qu'on a besoin de charger la mule. Toujours pareil, ce truc de culpabilité, de dire il faut charger la mule, il faut dire aux gens, mais tu te rends compte, mais pour moi c'est horrible, l'information, je suis vraiment hyper surchargé d'informations, tout ça. Et souvent les gens n'ont pas tant besoin que ça. N'ont pas tant besoin que ça d'avoir autant d'informations. En fait, faut déjà comprendre dès le départ que les gens, si vous leur dites que pour vous c'est compliqué, que
Il n'y a pas besoin de, voilà, il y a pas besoin de charger la mule. Vous pouvez rester très simple. Donc ça va être ça, un exemple de éviter les malentendus. C'est dire, qu'est-ce que j'ai besoin, le minimum de dire pour dire, ok, là, si je vous aide pas, c'est pas de la paresse. Mais vous pouvez dire simplement ça. Hein. Vous pouvez dire, voilà, pour diverses raisons, sachez que j'ai envie de vous soutenir. Là, c'est des choses qui sont possibles. Si vous avez, à un moment donné, vous ressentez ce besoin-là, vous pouvez l'exprimer et dire, voilà, moi j'ai envie de vous soutenir. J'ai envie d'aider. Mais voilà, j'y arrive pas, je sais pas trop comment faire. Voilà. Et là, alors là, ça va être le point le plus fondamental, je pense, quasiment. Ça va être solution numéro 2. Enfin, point numéro 2 dans les solutions, c'est arrêter de négocier sa souffrance. Ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que quand on a été habitué à culpabiliser, à dire qu'on faisait pas assez, que les autres faisaient plus que nous, mais que nous, on était toujours à la traîne et tout ça, en fait, on a accumulé des culpabilités et du coup, on négocie tout le temps notre souffrance. Et c'est pour ça que c'est une des meilleures raisons pour dire on arrête de mettre toujours sur la balance notre souffrance, parce que c'est une manière pour racheter, comme pour dire je veux acheter ma culpabilité, enfin je veux me racheter. Et en fait c'est un mauvais truc. À chaque fois que vous allez vouloir vous racheter en disant mais tu te rends compte, moi je souffre, en fait ça va pas du tout marcher. Et donc non seulement vous continuez peut-être à culpabiliser, mais en plus, mais du coup c'est pas efficace. Dans tous les cas c'est pas efficace. On vous renvoie pas quelque chose qui va être efficace. Et donc apprendre à dire je sors de cette logique-là et j'arrête de négocier ma souffrance. Alors c'est quoi négocier sa souffrance ? Négocier sa souffrance, c'est dire je peux quand même bien encaisser ça. Alors moi, je suis un expert là-dedans. Hein. Je ne suis pas champion du monde, mais je me place pas mal au niveau mondial ou au niveau international sur la capacité à encaisser des trucs. Je ne sais pas trop pourquoi, j'ai appris à les encaisser. Donc à un moment donné, il faut se dire j'arrête ça. Même si j'y arrive pas tout de suite, je me mets dans des dispositions d'esprit où je me dis je veux plus continuer à fonctionner comme ça. Ma souffrance n'est pas un outil de négociation pour essayer de savoir ce que j'ai le droit de faire ou pas, quoi. Comme si on avait le droit d'acheter est-ce que j'ai assez souffert pour faire tel truc ? Est-ce que j'ai assez souffert pour faire tel autre truc ? Est-ce que, comme si la souffrance était un mérite ? Et à partir du moment où on négocie sur la base de la souffrance, surtout si on a été hyper habitué à encaisser beaucoup, et qu'on ne sait pas ce qu'encaissent les autres, mais des fois, souvent, quand on a eu des grosses difficultés de vie, on ne se rend pas compte qu'on encaisse énormément. On s'en rend pas compte parce qu'on peut pas comparer. Les autres ils disent mais pour moi aussi c'est dur et tout ça. Mais c'est leur besoin de reconnaissance à eux qui parlent. Mais souvent voilà, il peut y avoir des gens qui encaissent énormément et ça j'en ai totalement conscience. Et donc pour changer de disposition d'esprit, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rentrer dans ce que certains appellent le full yes. Ça fait pas du jour au lendemain. Hein. Le full yes, c'est dire un oui vrai. Un oui vrai, c'est quand je dis oui à quelque chose, je n'y vais pas à reculons, parce qu'en fait je suis obligé de le faire, parce que je culpabilise, et que ça me fait souffrir, mais qu'en même temps je me dis qu'il faut absolument que je le fasse, parce qu'il faut, c'est tous ces vocabulaires-là, il faut que je le fasse. Et essayer de retrouver, de se dire, ok, mais qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que j'ai besoin positivement ? Et arrêter vraiment de négocier, j'insiste là-dessus, parce que c'est un point fondamental. Arrêter de mettre sur le tapis, sur la table, sa souffrance comme un moyen de négociation. Et je le redis, ça ne marche pas. De toute façon, ça ne marche pas. Et puis en faisant ça, on légitime le fait que c'est autorisé de souffrir. On peut très bien dire, non, c'est pas autorisé de souffrir. C'est pas dans la balance. Après, on a le droit de faire des choses difficiles dans la vie, parce que par exemple, des fois, je sais pas moi, un ami va vous appeler et en plein milieu de la nuit, et puis vous allez l'aider, et pourtant c'est inconfortable pour vous, mais c'est un vrai oui. C'est-à-dire c'est oui, c'est difficile,
Mais à ce moment-là, vous aviez besoin de repos, mais à ce moment-là, eh ben, votre cœur, il allait, hein, vous avez envie d'aider votre ami. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais souffrir. Mais ça veut dire que si, à un moment donné, vous avez une souffrance ou une difficulté ou tout ça, ce n'est pas parce que vous cherchez à faire plaisir, ce n'est pas par culpabilité, ce n'est pas parce qu'il faut, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez un vrai élan pour ça. Donc c'est pas la fin du monde, le full yes, on peut se dire, les gens ils disent, mais si on se met en full yes, c'est la fin du monde. Non, parce que justement, on essaie de te mettre dans un esprit que c'est un changement de paradigme. C'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire, on change totalement d'état d'esprit. Il faut toute notre éducation et tout notre fonctionnement collectif ne nous amène pas au full yes parce qu'on se dit que c'est impossible de vivre comme ça. Et donc, il faut changer d'état d'esprit. Et cela demande déjà un premier point, c'est le besoin de confiance. Et le fait de prendre soin des autres, c'est un besoin. On a besoin de prendre soin des autres. On a envie de prendre soin des autres. Donc penser que ça va être le chaos et que tout le monde va être égoïste si on commence à faire des full yes, en fait, en vrai, quand vous dites oui à quelqu'un, même si vous n'y êtes pas du tout, c'est qu'il y a une partie de vous qui a dit oui, qui est d'accord avec ça. C'est-à-dire que quelque part, vous cherchez à répondre à des besoins quand même qui sont réels derrière. Mais le problème, c'est de penser que vous êtes obligé de renoncer au reste. Alors parfois, on est un peu obligé. Peut-être, ça arrive. Mais beaucoup plus souvent, on se met dans une fausse alternative. C'est comme si je disais, alors, tu veux manger des pâtes au sable ou tu veux manger des pâtes au gravier? Bon, bah forcément, les deux sont pourris. Peut-être un que vous allez préférer, mais l'alternative est fausse. Peut-être que je préfère manger des pâtes avec de la sauce tomate, c'est peut-être plus sympa. Donc c'est ça une fausse alternative, c'est se dire... et c'est souvent ça, c'est-à-dire que notre cœur, il va balancer entre deux alternatives pourries. On se dit, ben ouais, effectivement, dans les deux cas, j'ai envie de manger, donc j'ai envie de manger des pâtes. Dans les deux cas, j'ai envie de manger ça. Donc dans les deux cas, peut-être que il y a quelque chose de moi qui va vouloir de ces plats. Mais le problème, c'est de penser qu'on est obligé d'avoir deux choix pourris. Et donc, il faut partir à la recherche d'autres choix qui ne font pas partie de ces choix pourris. Souvent, on se dit, c'est soit ça, c'est ça ou ça. Et donc, il faut essayer de réhabiliter le « et ». Je veux ça, je veux, par exemple, prendre soin et, en même temps, je vais prendre soin de moi. C'est réhabiliter le « et ». On va me demander de participer à un événement qui est trop épuisant et blablabla. C'est comment je peux prendre soin de la relation, participer à l'événement pour nourrir la relation, et tout ça. Et comment en même temps je peux prendre soin de moi. Et c'est plus un oui, ouais, ok, je vais faire un événement super pourri, je vais être crevé, derrière je vais me taper une crise intérieure. Moi, mes crises, elles sont intérieures. Je vais vivre une grosse douleur morale qui peut être très 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 intense voilà, et qui va se déclencher par exemple pendant la soirée, et puis quand je vais rentrer, je vais me payer une super grosse claque. Et quand c'est tous les jours, à bout d'un moment on en a marre, on n'a plus envie de ça. Et donc on se dit, ben ok, il y a et moi j'ai envie de nourrir la relation. Et en même temps, comment je fais pour nourrir la relation? Ça, j'ai envie de le faire, c'est un vrai besoin. Et en même temps, prendre soin de moi. Donc c'est vraiment penser en et essayer d'imaginer que c'est possible. Et donc pour finir, comment on fait avec tout ça? Eh ben, il va effectivement falloir communiquer, mais déjà simplifier, communiquer beaucoup plus. Communiquer ce que vous avez, ce que la personne a besoin de savoir sur vos problèmes, vos difficultés. Mais n'en faites pas un élément de négociation. Votre souffrance n'est pas négociable, c'est pas sur la balance. Essayez plutôt d'agir avant de demander la permission. Parce que, voilà, moi c'est quelque chose que je commence à faire maintenant, mais dans des événements, je vais demander à avoir un coin. Pas besoin de me justifier finalement. Voilà, j'ai pu tester ça, je me mets dans un coin, je me suis acheté une tablette tactile pour pouvoir me mettre un petit peu... voilà, pour aller sur internet par exemple et aller me remettre dans des trucs un peu familiers pour moi, ça m'apaise. Donc eh ben, je sais que si j'ai une pièce à part qui est au calme
J'ai juste demandé une pièce au calme. J'ai pas dit, mais vous vous rendez compte, mais la violence que ça peut être en termes de surcharge sensorielle, d'être dans un événement comme ça, et ça. Mais en fait, ça, personne va m'écouter, en fait. Alors que si je dis juste, c'est possible d'avoir une pièce au calme, de temps en temps, je vais me mettre au calme. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace. Alors, c'est pour ça que j'insiste. C'est que là, en fait, moi, le sentiment que j'ai, alors peut-être que va falloir que je renouvelle l'expérience de nombreuses fois, j'ai vraiment l'impression que ça occasionne beaucoup moins de résistance. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, et ça c'est important, c'est que les gens, en fait, quand vous leur avez dit vos difficultés, les gens, ils en ont conscience. Puis souvent, des fois, au bout d'un moment, ils ont fait du chemin sur vos difficultés, parfois. Mais si vous les ramenez, ça remue le couteau dans la plaie. Et ça, ils n'ont pas envie. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que comme vous leur avez déjà dit des trucs, et que vous dites que, par exemple, vous voulez dans une pièce au calme, en fait, peut-être qu'ils comprennent beaucoup plus que ce que vous imaginez. Vous dites qu'ils vous comprennent pas du tout. Parce qu'en fait, chaque fois que vous en parlez, ils veulent pas vous entendre. Mais c'est juste parce qu'à ce moment-là, ils ont besoin de se défendre. Mais ça veut pas dire qu'ils le pensent. Peut-être qu'à ce moment-là, si vous demandez juste une pièce au calme, ils disent « Ah, d'accord, il a besoin, peut-être que le bruit, tout ça, c'est un peu dur pour lui, il va se mettre au calme. » Et puis du coup, c'est beaucoup plus réconfortant pour la personne. Mais oui, parce qu'en plus, c'est pareil que si vous négociez sur la base de la souffrance, en disant que votre souffrance est énorme, vous imaginez que la personne en face peut ressentir qu'elle a une dette envers vous, en fait. Elle peut ressentir ça comme une dette, parce que vous souffrez beaucoup plus qu'elle. Donc, alors elle, ça lui fait des efforts à rattraper en termes de souffrance. Vous voyez le truc ? C'est vachement intimidant. Et du coup, la personne a beaucoup plus envie de vous soutenir si elle voit que vous vous faites du bien, en fait. Et c'est ça, finalement. Là, on arrive vers la fin. Hein. Et c'est ça le point qui va être hyper important. C'est finalement, au lieu de communiquer sur des choses négatives, essayez beaucoup plus de dire, ok, comment moi je vais faire pour être bien, comment je vais faire pour communiquer, ce qui va m'apporter des choses positives. Et ça va être beaucoup plus accepté, ça sera beaucoup plus entendu. Et ensuite, ça sera peut-être plus facile de parler, d'essayer d'expliquer vos difficultés à un rythme qui est acceptable pour la personne. C'est toujours pareil, après la personne, il faut se dire que effectivement la personne n'est pas dans l'obligation de vous écouter. Et vous ne pouvez pas la forcer à vous écouter tout le temps et être forme de réceptacle de vos douleurs et de votre souffrance. Du coup, ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur d'avoir une personne qui est beaucoup en souffrance et que peut-être la personne qui est en face de vous n'a peut-être pas envie de prendre cette responsabilité-là. Ça peut lui faire peur. C'est pour ça qu'en communication non violente, il y a souvent cette idée de poser des limites. Par exemple, peux-tu m'écouter pendant 1 minute ? Je demande juste 1 minute. Et ça, c'est des choses qui font moins peur. Parce que la personne, elle sait que, peut-être si vous avez un truc particulier à dire, en disant, voilà, moi là j'ai une difficulté, j'aimerais bien en parler, j'ai besoin juste d'1 minute, ou 5 minutes, peu importe, le nombre n'est pas important. Mais c'est dire, voilà, je veux un petit temps pour pouvoir parler de ça, et après on passe à autre chose, il n'y a pas de souci. Je te demande pas d'avoir l'énergie ou les ressources, parce que c'est ça le truc. Voilà, de porter tout ça. Parce que c'est ça le truc, c'est que si on ne négocie plus notre souffrance à nous, comme étant un élément de négociation, comme je le rappelle, on a le droit de souffrir, mais on peut choisir d'avoir des choses difficiles, mais pas comme un élément de négociation. Il faut se dire que pour l'autre, c'est pareil. C'est-à-dire que l'autre, ne pas imposer à l'autre le même schéma et de se dire que l'autre aussi doit elle-même souffrir suivant ce schéma. Dites-vous que l'autre aussi a envie de vous soutenir. En réalité, elle a envie de vous soutenir. Mais à un moment donné, elle peut avoir peur de ne pas réussir à tenir quelque chose qui paraît trop gros pour elle. Et j'imagine à quel point c'est difficile d'avoir ce raisonnement-là, parce que moi je connais ça très bien. Et ça peut être très difficile de se dire, mais avec tout ce que j'ai enduré dans ma vie, j'arrive pas à être entendu. Et là, il faut que j'ai de l'empathie pour des gens qui ne me comprennent pas. Ça peut être super dur. Mais en fait, c'est le début, malgré tout. L'empathie, c'est vraiment le début. Pour pouvoir recréer du dialogue, recréer du lien, et recréer et restimuler chez la personne l'envie de vous soutenir. Parce qu'en fait, le besoin de soutien, il est toujours là, en fait. Il n'a pas disparu. Même si c'est difficile à entendre, il peut être toujours là. Bref, du coup, agissez, parlez de vos besoins, mais en termes positifs.
Alors besoin, c'est pas vous faire un cours de communication non violente, mais ce sont des choses assez abstraites, quoi. Vous pouvez avoir besoin de calme, vous pouvez avoir besoin de repos, vous pouvez besoin d'être compris ou d'être écouté. C'est des choses un peu abstraites comme ça. C'est pas j'ai besoin d'aller au cinéma. Voilà. Bon, pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, j'ai besoin de pas souffrir, ça marche pas. C'est pas pour ça que l'idée, c'est les besoins, c'est qu'est-ce qui va m'apporter positivement quelque chose. Le besoin est positif. Ensuite, bien entendu, c'est essayer de vous dire quelles sont les diverses solutions que je me refuse de penser. Souvent, on se dit il faut que ça soit A, soit B. Et souvent, on se met entre deux trucs. Soit je viens, soit je viens pas. Et on voit qu'il y a d'autres solutions. Ok, je viens, mais de temps en temps, je me mettrai dans une pièce au calme. Et peut-être que je vais m'organiser de manière comme moi, voilà, j'ai acheté une tablette tactile pour me dire, voilà, j'ai un petit truc, je me mets dans mon coin. Si à un moment donné, par exemple, voilà, tout récemment, j'ai été dans ce cas-là, et j'ai pu justement tenter cette expérience. Et à un moment donné, j'étais vraiment trop fatigué, et j'ai dessiné sur ma tablette tactile. Voilà, il y a un petit truc qu'on peut dessiner. Voilà, j'ai pas dessiné quelque chose de grandiose, mais j'ai eu cette énergie pour dessiner. Et voilà. Ça peut suffire en fait. Donc, vraiment, pensez à proposer. À essayer de voir ce qui est possible de proposer. Accepter que l'autre puisse nous dire non. Et essayer de trouver de la ressource en disant je peux avoir de l'imagination, on peut être créatif et on peut trouver d'autres solutions. Et on peut essayer de rassurer l'autre. Et toujours pareil, plus on aura de l'empathie pour l'autre et plus on comprendra ce qui lui fait peur, et ce qui le bloque dans son fonctionnement, qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas nous entendre ou nous écouter, et plus ça sera facile de rassurer l'autre et de lui faire des propositions qui sont satisfaisantes pour elle. Alors un point important, c'est que des fois une personne peut vous dire non parce qu'elle ne comprend pas bien. Ça ne veut pas dire que accepter un non, ça ne veut pas dire que après compréhension de votre cas ou de vos besoins, encore une fois des besoins positifs, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas dire oui. Mais accepter le non, ça veut dire ne pas faire autorité sur ce non. Ne pas se mettre en position de vouloir forcer l'autre à faire autre chose. Et ça va être bon pour vous, parce que vous sortez de ce truc de culpabilité et de mettre votre souffrance sur la table, et vous acceptez que l'autre il fasse pareil. Et voilà, l'idée c'est que ça amène beaucoup plus de paix et de bien-être collectif et aussi individuel. Voilà, et après le dernier point, c'est le fait d'être vu. Donc attention, vous pouvez avoir besoin d'être vu à des moments parce que vous voulez peut-être faire des efforts ou des choses quand même, de bon cœur, mais vous voulez que ça soit vu. Vous pouvez le dire. Et pareil, essayez de l'exprimer positivement. Dire voilà, je me suis déplacé, par exemple, parce que j'avais à cœur de nourrir la relation. Vous pouvez le dire. Dire en quoi vous aviez envie de faire certains efforts pour la relation, mais pas comme une négociation de votre souffrance, comme j'avais envie de le faire et j'ai envie que ce soit vu. Donc voilà, on arrive à la fin. On avait fait un gros tour d'horizon un petit peu de cette problématique de ne pas réussir à trouver de l'espace pour pouvoir prendre soin de soi. J'espère que ça va vraiment vous donner des clés. Je comprends totalement ce que ça peut être de vivre comme ça, avec cette difficulté de prendre sa place, d'être entendu. Voilà, et notamment si vous avez besoin d'être entendu, trouvez d'autres personnes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vous entendre à un moment. Trouvez d'autres personnes. Il y a des gens qui peuvent vous écouter. Des fois, c'est des gens que vous payez, c'est pas des professionnels qui vous connaissent pas. Des fois, ça peut être des amis. Mais je pense que ce besoin-là d'être entendu ou d'être compris, parfois, presque par empathie pour les gens de son entourage, ça peut avoir le coup de trouver d'autres gens. Des gens qui, eux, pourront le faire avec plaisir et le feront volontairement. Donc voilà, on arrive à la fin. J'espère que vous allez trouver des solutions. Et pensez bien aussi que tout ça, ça prend du temps. Donc allez-y un pas après l'autre.